Né en 1931, King Hu, de son vrai nom Yuan Jinquan, a seulement 17 ans lorsqu'il quitte Pékin, sa ville de naissance, pour fuir le régime communiste chinois. Il part pour Hong Kong, cette ville qui, depuis le 19e siècle, a toujours servi de refuge pour ceux qui fuient les tumultes de la Chine continentale. Marchant dans les pas de sa mère, il devient peintre et calligraphe après des études aux beaux-arts. Mais il vit sans le sou. Il survit quelque temps vendant des cartes postales peintes ou en corrigeant des épreuves de livres bouddhiques. Il est ensuite embauché pour la conception d'affiches publicitaires à partir de 1951 par le studio Longma, qui venait d'être créé par Fei Mu. Grâce à son ami réalisateur Li Yuanchen, il entre dans le milieu du cinéma comme décorateur, avant de devenir acteur. Il apparaît dans près de 40 films entre 1956 et 1965. Il jouera entre autres dans The Yin and the Young of Mr. Go, partageant l'affiche avec James Mason et un Jeff Bridges tout jeune. King Hu devient ensuite scénariste, puis assistant réalisateur avant de passer à la réalisation en 1963 avec The Love Eternal, adaptation d'un opéra Wang Mei. Mais il considère que son vrai premier film est Sons of Good Earth, sorti en 1965. Il traite de la résistance chinoise sous l'occupation japonaise. C'est en 1966 qu'il va connaître un succès considérable avec L'Hirondelle d'Or, produit par la Shaw Brothers et interprété par Tsang Pei-Pei. Dès la fin du tournage, Hu quitte le studio suite à un désaccord avec Run Run Shaw. Il part pour Taïwan où il réalise Dragon Inn, première collaboration avec l'immense Xu Feng, et dans lequel on retrouve également Ling Feng Chuancan. Allégorie politique à peine camouflée, ce film est formellement très influencé par le western italien. Entre 1966 et 1967, Hong Kong est submergé par des vagues de manifestations, d'émeutes, des grèves et des attentats terroristes. C'est dans cette période trouble que King Hu réinvente le wuqiapan, film de sabre et de chevalerie, genre cinématographique créé en 1928, inspiré de la littérature et tombé un peu en désuétude au début des années 60. A l'instar de Sergio Leone avec le western, Hu fait rentrer le film d'action chinois dans une nouvelle ère. Cheng Mingliang rendra hommage à Dragon Inn en 2003, avec Goodbye Dragon Inn. Dans ce film, on voit les ultimes moments d'un vieux cinéma de Taipei où, pour la dernière fois, on projette le film de King Hu. Le réalisateur en fait le symbole d'une époque révolue qui va disparaître. Dès les années 60, les studios hongkongais imposent aux cinéastes des rythmes de production infernaux. Chang Cheh et King Hu sont les deux réalisateurs qui vont réinventer le wuxia. D'un côté avec l'Hirondelle d'Or et de l'autre avec un seul bras les tue à tous. Chang Cheh peut parfois enchaîner plusieurs films dans la même année, 8 rien qu'en 1972, alors que King Hu impose son rythme aux productions et prend son temps pour construire chaque plan, chaque cadre, chaque déplacement de personnage. En 30 ans de carrière, il ne réalisa que 14 films. Si Chang Cheh s'inscrit plutôt dans une tradition confucianiste, Hu est quant à lui plus proche du taoïsme. Le taoïsme, à la différence du bouddhisme, accepte le sentiment, le désir ou la sexualité. Le taoïsme, nous explique King Hu, est une philosophie qui se rapproche de l'anarchisme, en ce sens qu'il refuse le gouvernement, ou le veut le plus simple possible. Le confucianisme, par contre, favorise un gouvernement bien organisé et ne croit pas à l'égalité entre les hommes. D'une certaine façon, le taoïsme s'oppose presque totalement au zen, qui ignore le gouvernement plutôt qu'il ne s'oppose à lui. Si King Hu est au wuxia ce que Sergio Leone est au western italien, alors Chang Cheh c'est un peu Sergio Corbucci. S'inspirant tous deux de l'opéra de Pékin, les approches de Chang Cheh et de King Hu sont radicalement différentes.
Chang-Che propose une œuvre plus brutale, plus violente, plus virile. Il redonne aux hommes leur honneur dans les combats, alors qu'ils sont habitués dans le wuxia à des rôles mineurs, médiocres ou destinés à jouer les méchants. King Hu, de son côté, poursuit la tradition des héroïnes des contes de la dynastie Tang, qu'on retrouve au début du cinéma muet chinois. Dans sa façon de mettre en scène les duels, King Hu tend vers une forme d'abstraction lyrique, une chose dont saura se rappeler John Woo. Styliste à l'élégance suprême, il va associer aux techniques du film d'action différents principes esthétiques issus de la tradition graphique chinoise. Les lignes de regard, la contemplation de la nature, la place du vide dans le cadre, comme on laisse du blanc sur la toile. Grand fan des opéras de Pékin, le Jingqi et le Changqi, il incorpore à ses films les visages peints et les combats chorégraphiés proches de la danse, dans les cascades et les sauts périlleux. Il va imposer un style purement chinois, libéré de l'influence du shambara japonais ou des codes esthétiques occidentaux. King Hu retiendra de l'opéra pékinois la façon de faire entrer les personnages dans le cadre, ce qu'on nomme long tao, l'importance de la musique, appelée hualala, les mouvements dansés et les expressions non naturalistes sur les visages des acteurs. Hu déploie des ambiances particulières grâce à un certain velouté dans l'image, la présence perpétuelle de la nature au premier plan dans la composition des cadres et l'utilisation des machines à fumer permettant de rendre palpable, ou tout du moins visible, le monde spirituel. Il privilégie l'emploi du grand angle et les changements de rythme dans le montage, qu'il fait lui-même. Articulant de brusques accélérations et des décélérations, King Hu coupe, segmente et isole des bribes de combat, composant une chorégraphie accidentée qui sublime l'art de la pesanteur et entremêle, dans une synergie impressionnante de beauté graphique, l'art de l'acrobatie et l'artifice du cinéma. On ne voit pas l'action, on l'entrevoit, nous dit David Bordwell. Grâce aux accélérations du montage, influencé par le cinéma soviétique, l'image devient furtive, entrevue, presque subliminale. Ce n'est donc plus l'esprit conscient qui reconstruit le film, mais le subconscient. C'est peut-être ce qui donne au film de King Hu cet aspect flottant et onirique. Il va ensuite mettre près de 4 ans à réaliser son chef-d'œuvre, A Touch of Zen, qu'il considère comme son film le plus réussi et le plus personnel. Inspiré de Pu Songling, le film sortira en 1970. A Touch of Zen va influencer tout le cinéma chinois, le wuxiapan bien sûr, mais aussi le polar. Et son influence va perdurer grâce à Tsui Hark et résonnera jusqu'au début des années 2000 avec Tigre et Dragon d'Ang Lee et Le secret des poignards volants de Zhang Yimou. A l'instar d'un Léon, avec Il était une fois dans l'Ouest, King Hu semble avoir voulu, dans ce film, faire exploser le genre qui a fait sa gloire et fouiller dans les fragments pour voir ce qu'ils avaient à offrir. À la différence du cinéma d'autres pays, c'est par la porte du cinéma populaire que les films chinois font leur entrée sur le marché mondial en 1970. Bruce Lee d'un côté, King Hu de l'autre. 2 films avec Ying Ching Han. Si le film de Hu est un échec commercial, celui de Lo Wei est un carton au box-office. Il s'impose avec un autre genre du cinéma chinois, le film de Kung Fu. Chez King Hu, les combats sont stylisés à l'extrême et, particularité, presque toujours à l'arme blanche. Très souvent, les personnages utilisent des éléments du décor ou des accessoires pour se battre. Bruce Lee, quant à lui, est plus réaliste, plus sec, plus nerveux. L'ascension fulgurante de Lee au début des années 70 va faire passer de mode les films de Chang-Che et de King Hu. Et malgré le prix remporté à Cannes par A Touch of Zen, ce dernier a bien du mal à réitérer le succès public de L'Hirondelle d'Or et de Dragon Inn. Il réalise pourtant en 1975 le très beau The Valiant Ones, dans lequel il évoque la protection de la côte sud de la Chine des pirates japonais et la corruption des fonctionnaires. Mais le public ne suit pas. Tout comme le western, le wuxia est un genre qui va rapidement faire exploser ses propres codes, car il s'essouffle et s'épuise. Il va alors se parodier, se pasticher. Et la mort prématurée de Bruce Lee laisse le cinéma chinois pantois, à la recherche d'une nouvelle formule commerciale. Le nouveau film de King Hu, Raining in the Mountain, se présente alors dans le paysage comme un ovni, une anomalie face aux comédies qui inondent le marché. Il est le chant du cygne de cet âge d'or du wuxia. Lors d'une carte blanche, Jia Zhangke le placera dans les 10 films les plus importants du cinéma à ses yeux, aux côtés de Nanook l'Esquimau, du cuirassé Potemkin, du voleur de bicyclette, de l'Astrada ou encore d'un condamné à mort s'est échappé. Parti en 1977 en Corée du Sud,
King-Hu cherche à bénéficier de la politique de financement des films pour les réalisateurs étrangers que le pays développe grâce à la KMPPC. Il réalisera 2 films en même temps, avec la même équipe, les mêmes acteurs dans les mêmes lieux, tout en décor naturel, aucun plan filmé en studio. Des films d'intérieur tournés en extérieur. Les 2 films seront finis de tourner en 1978 et sortiront en 1979. La ressortie aujourd'hui de Raining in the Mountain nous permet de voir à quel point ce film et son faux jumeau qu'est Legend of the Mountain marquent un nouveau tournant dans la carrière de Hu. Le premier n'est déjà plus vraiment un wuxia-pan. C'est un film d'action-espionnage à tiroir, rempli de rebondissements typiques des histoires se déroulant sous la dynastie Ming. King-Hu y subvertit les codes habituels du genre tout en privilégiant la réflexion sur l'action. Le second, quant à lui, est un film de fantôme, la première incursion de Hu dans le domaine du fantastique, après la première partie de Touch of Zen qui flirtait avec cette ambiance. Le titre original de Raining in the Mountain vient d'un motif récurrent dans la poésie chinoise. On le retrouve dans le poème de Wang Wei, Soir d'automne à la montagne, et suggère l'idée que quelque chose d'irréel et d'attirant tombe en pluie sur la montagne vide. Cette dernière est une notion bouddhiste désignant la vacuité comme réelle essence du monde. Comme le dit Antoine Moquet, c'est en imaginant la vacuité de l'immense montagne devant soi que l'on prend conscience de la sienne. Les tentatives de traduction occidentale, souvent trop naturalistes, passent à côté de l'idée fondamentale d'un paysage intérieur, spirituel et non réel. Les idéogrammes du titre convoquent eux-mêmes un rapport au vide et à l'éveil, mais peuvent aussi suggérer un aspect fantastique. Et quand on se rappelle que Raining in the Mountain et Legend of the Mountain ont été tournés en même temps, cela renforce la porosité entre les 2 œuvres. Bien que très différents dans leur thématique, les 2 films sont finalement les 2 faces de la même médaille. Raining in the Mountain et son histoire de rouleau est fait de mots. Legend of the Mountain et ses tambours est constitué de musique. Si Legend of the Mountain se déroule plutôt en plein air, avec peu de personnages et une présence de la nature dominante, Raining in the Mountain est un film épuré, qui se passe majoritairement à l'intérieur d'un temple, celui de Bulguska, en Corée du Sud. Comme dans Touch of Zen, King-Hu se pose la question de comment représenter filmiquement une quête spirituelle, une expérience intérieure, une transcendance. Mais à l'inverse de Touch of Zen et de sa forêt de bambou, les combats se déroulent ici dans des espaces étriqués, des couloirs et des corridors dans lesquels il ne faut pas faire de bruit pour ne pas éveiller les soupçons des moines. Les personnages se disputent et se trahissent, le film multiplie les rebondissements et les coups de théâtre, comme il se déploie à travers les portes dérobées, les fenêtres et autres ouvertures permettant les surcadrages. Si certains films d'arts martiaux privilégient le plan d'ensemble et le plan séquence pour laisser une plus grande marge de manœuvre aux acteurs lors des combats, Hu préfère de son côté le découpage dans le montage mais aussi dans le cadre. Il va montrer le temple comme un labyrinthe, privilégiant l'espace à l'intérieur du temple et autour du temple, afin de définir les mouvements des acteurs et les chorégraphies. Chorégraphie mise en scène par Wu Mingchai, qui interprète Serrure d'or. Lui aussi, grand amateur de l'opéra de Pékin, Wu Mingchai ne cherche pas à ce que les séquences de combat soient réalistes comme chez Bruce Lee. Elles restent en cela très proches du wuxia. Dans les années 70, le genre cinématographique qu'est le wuxia est un peu comme le rouleau dans le film, vieux et décrépit. Il a de la valeur, mais pas en tant qu'objet lui-même. La quintessence des choses se cache sous les apparences. Et personne ne le voit dans le film, sauf Tiu Ming, sorte d'alter ego de King-Hu. Le thème du bouddhisme a déjà été effleuré par Hu dans Touch of Zen. Il devient central dans Raining in the Mountain. Le Mahayana est une doctrine de la vacuité. Il requiert une perception aiguë, permettant de connaître la nature réelle de toutes les choses. Il explore les concepts du vide et de quête de l'éveil spirituel. Dans le Mahayana, des personnes laïques peuvent accéder au nirvana si elles pratiquent en développant avec foi la bienveillance et la compassion envers autrui. Une des particularités du rouleau mentionné dans le film est qu'on n'en connaît pas l'original. Ce texte est réputé avoir été traduit par le moine indien Paramartha en 553, mais il semblerait qu'il ait en fait été rédigé par l'un de ses élèves. C'est là une ironie savoureuse du scénario. Les personnages du film sont donc à la poursuite d'un manuscrit dont l'authenticité même est douteuse. Faut aussi souligner les éléments comiques dans le film, comme le personnage de Wu Wei, interprété par Wu Tianxiang, ou encore la séquence de la méditation et des bains, qui influencera le Green Snake de Choi Ark. À partir de l'auberge du printemps,
Les personnages de méchants chez King Hu ne sont jamais vraiment mauvais en soi. Ce sont les enjeux de pouvoir et de domination qui les corrompent. Toutes les formes d'autorité, tous sont corrompus, voire cruels et violents. Ils sont la montagne vide sur laquelle la lumière va devoir pleuvoir. Les uns complotent contre les autres. On combat les autres pour obtenir le rouleau alors que le rouleau ne fait que nous dire que notre seul ennemi, c'est nous-mêmes. Tous pourraient devenir Bouddha s'ils savaient abandonner leur convoitise et les tentations matérielles du monde. Leur agitation n'est que l'illusion qui préside à leur perte, écrit Christophe Gans. La séquence du vieux moine en bateau est une illustration subtile et parfaite de celui qui a transmigré, sans mourir, vers le nirvana. Et si le vieux moine transmet le temple à Chiu Ming, c'est parce que ce dernier n'est pas intéressé par le pouvoir. À la fin du film, celles et ceux dont le cœur est pur obtiennent la rédemption. Le sage injustement condamné, la voleuse qui devient nonne. Un texte sacré n'a pas besoin de jolies reliures. En ne montrant aucun ressentiment, aucune amertume, Chiu Ming est devenu Bouddha. Son attitude s'oppose ainsi au personnage des autres films chinois de l'époque dans lesquels un personnage oppressé ou humilié devait forcément s'insurger et se venger. Presque tous les films de King Hu mettent en scène des personnages soit dupés, soit duplices. D'où les aspects de films policiers ou d'espionnage dans sa carrière, films dans lesquels on retrouve corruption, trahison et traîtrise. L'air de rien, Hu a fait un cinéma paranoïaque, dans lequel il est malgré tout possible d'accéder à l'illumination et de trouver la paix intérieure, alors que le monde autour s'écroule. Encore une chose dont saura se rappeler Choi Ark. Chez King Hu, les bouches mentent mais pas les corps, nous rappelle Claude-Marie Trémois. C'est donc ainsi que les corps dansent et créent l'espace autour d'eux, tout comme l'eau dessine le récipient qui la contient. Tout comme la brume et la fumée, matérialisation de l'invisible chez Hu, dessinent l'espace autour des personnages en laissant le vide. Tout comme l'esprit informe le sujet de sa réflexion et donne forme à la méditation. King Hu restera un peu prisonnier de son image de réalisateur de wuxia et n'arrivera jamais vraiment à renouveler l'exploit commercial de l'Hirondelle d'Or et de Dragon Inn. Dans les années 80, seul le très beau All King's Men réussira à franchir les frontières chinoises pour parvenir jusqu'en Occident. Comme Léon, Hu a remis au goût du jour un genre tombé en désuétude. Ayant profondément foi en son médium, il a poussé à son paroxysme la puissance formelle et la beauté des images, en leur insufflant un lyrisme inconcevable jusqu'à lui. Comme Léon, il a poussé le genre dans ses limites temporelles et lui a conféré une portée métaphysique. Après lui, le genre s'est essoufflé et s'est parodié, conscient de ses propres codes et de ses propres limites. Grâce à l'aide de John Woo, King Hu se lance dans les années 90 dans une coproduction internationale extrêmement ambitieuse, la bataille d'Ono. Dans cette fresque historique monumentale, il souhaite évoquer l'histoire des Chinois ayant participé à la construction du Pacific Railroad, le chemin de fer transcontinental aux États-Unis. Prenant place durant l'hystérie anti-chinoise aux USA, le film devait décrire la vie des migrants abandonnés sur place par les grosses compagnies et qui étaient contraints de se défendre contre les Blancs qui souhaitaient les expulser. C'était David Henry Hwang, à qui l'on doit M Butterfly, qui devait le scénariser. Et Chow Yun-fat devait jouer dedans. Pour faire encore un parallèle avec Sergio Leone, c'était un peu son Leningrad. En pleine préparation de cette œuvre épique et d'un dessin animé, Zhang Yu fait bouillir la mer, King Hu nous quitte en 1997, à l'âge de 65 ans, laissant derrière lui ces deux films qui ne verront jamais le jour. Il reste encore aujourd'hui une figure majeure du cinéma chinois et taïwanais. Malheureusement, il demeure toujours trop peu connu en Occident. Mais cette injustice tend heureusement à se réparer grâce aux ressorties récentes de ces films, que nous n'avons pas fini de contempler.